Ne chute pas. Je t'en supplie, ne chute pas. Voilà. Ça, c'est, voilà, on pourrait dire, on va inventer cet adjectif, c'est une entrée donzélienne. Voilà. Non, mais il y a truffaldien, pourquoi pas donzélien ou donzélienne. Pourquoi pas. Tu as un micro, c'est plus pratique. Attends, j'ai surtout une jupe qui s'ouvre tout le temps. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, Attendez, attends, j'ai un problème. oui, voilà. Non, bah, Je vais la mettre sur le côté. pas mal. Voilà. Bien. Mesdames, vous nous direz si jamais on a un petit problème. Non, mais là, ça va. Malfunction. Première question toute simple. Comment vas-tu, comment te sens-tu dans ce festival qui te rend hommage et qui te consacre son focus? Je me sens très bien. Je suis très heureuse, très touchée d'être là. C'est très émouvant pour moi de revoir tous les films. C'est un peu comme voir ma vie. Et voilà, je remercie énormément Dominique et Marie-France de m'avoir fait cet honneur. J'aime bien que tu dises que c'est un peu comme de revoir ma vie, parce qu'on a souvent le sentiment, en voyant tes films, que ta vie et tes films sont mêlés. Oui, ma vie et mes films sont mêlés, et j'ai même envie de dire ma psychanalyse et mes films sont mêlés, parce que j'ai commencé à faire du cinéma en démarrant l'analyse. Donc c'est assez rigolo. Dis-nous en plus. Ben, en fait, non, mais c'est vrai que le premier film que j'ai fait, c'était un court-métrage qui s'appelle « Il fait beau dans la plus belle ville du monde », où j'étais enceinte de ma fille Rebecca. Et j'étais en train de me séparer, on était en train de se séparer avec son père, et j'étais très malheureuse et je voulais un souvenir heureux de cette grossesse. Je me disais, mais comment je vais faire quand elle sera grande ? Je vais pas pouvoir, je vais pas me faire des photos toute seule. Donc je me suis dit, je vais faire un film. Et en même temps, j'ai démarré l'analyse. C'est-à-dire que j'ai retrouvé mon agenda de l'époque où ça a commencé vraiment en même temps. Et je pense que je parle beaucoup chez ma psy de mes films et de tout ce qu'il y a dans ma tête. Et je pense que c'est un travail qui est en parallèle, quoi. Donc ça évolue vraiment avec moi sur des choses que j'arrive à dénouer en analyse. Souvent, je les dénoue avant dans les films. J'en reparle. C'est des vases communicantes. Et puis, le cinéma t'est venu un peu comme une nécessité. Oui, c'est une raison de vivre. En fait, ça me dépasse, quoi. C'est pas... je fais pas des films... En fait, je fais des films parce que je peux pas faire autrement que de les faire. À un moment donné, il faut que ça sorte. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'était aussi quelque part pour te donner des rôles, parce qu'au début... Bon, tu veux pas spécialement être comédienne, puis ça vient. Oui, mais alors c'est pas du tout pour me donner des rôles, pour le coup. Parce que d'abord, j'aime pas jouer dans mes films dramatiques. En fait, quand j'ai joué dans La Reine des Pommes ou quand j'ai joué dans mon premier court-métrage, j'ai pas joué pour me donner un rôle. J'ai joué parce que c'était plus simple de jouer moi, puisque ça parlait de moi. Donc je me suis même pas posé la question comme ça. Mais je joue pas comme actrice. J'ai pas forcément un plaisir de jeu. Je m'amuse à jouer dans mes films. Mais ça ne me plaît, c'est pas un plaisir narcissique en fait, ça ne me plaît pas de me regarder. Je trouve que ce qui est agréable quand on est acteur, c'est d'être soumis au regard de quelqu'un. Moi, je joue dans mes films parce que c'est des rôles que je sais m'écrire et je sais comment les jouer, donc c'est plus une approche à la Woody Allen ou à la Charlie Chaplin, quoi. C'est un personnage que j'invente à chaque fois qui est toujours un peu coincé, un peu candide, un peu... Quand on regarde tous les films, que ce soit Notre-Dame, que ce soit La Reine des Pommes, que ce soit même Georges dans Nona et ses filles, c'est toujours des personnages assez candides, qu'on pourrait penser un peu bébêtes et tout ça, mais qui ne le sont pas tant que ça et qui sont très contemplatifs dans la vie. Ce court-métrage, comment tu t'es sentie comme réalisatrice la première fois ? C'était quelque chose de naturel pour toi ? Alors, en fait, pour dire la vérité, j'avais essayé de faire un film avant même Martha, mon premier film comme actrice de Sandrine Vessé, et ça a été un film cauchemardesque. Parce que c'était un film que je tournais en pellicule, j'avais une grosse équipe, avec un peu des professionnels de la profession qui me racontaient, enfin qui voulaient faire à ma place, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, ce film n'a jamais vu le jour. La production a fait faillite, les rushs ont été perdus. Enfin bon, c'est un film maudit. Et ce que ça m'a appris, c'est que je ne ferai plus jamais des films comme ça. J'ai détesté l'expérience.
Et puis ensuite, j'ai fait Martha Martha, je suis tombée enceinte, j'ai eu mon fils Gabriel, et puis mon fils est tombé malade assez rapidement, il était petit. Et en fait, je crois que le désir de faire des films était là, mais ce n'était pas aussi vital. Et je crois que cette maladie, en fait, a changé mon rapport à l'adversité. L'histoire de mon fils a changé mon rapport à l'adversité et mon rapport au temps. Et ensuite, voilà, j'ai été... bizarrement, j'ai eu cette chose étrange, c'est que je me rappelle, je me suis dit, mais si cette histoire m'arrive, un jour, j'en ferai un film. Mais comme je pense une bouée à laquelle je m'accrochais pour pas sombrer, peut-être. Et c'est vrai que j'ai tenu un journal, j'écrivais tout le temps, avec l'idée de faire un jour un film sur cette histoire et tout ça. Et puis ensuite, mon fils voilà, a grandi, a guéri et tout. Et puis j'ai eu ma petite fille Rebecca. Et puis on s'est séparés parce qu'avec son papa, bon voilà, on avait traversé quelque chose de très compliqué. Et puis les histoires de couple, d'amour, tout ça, c'est toujours particulier. Et puis je voulais absolument que ma fille ait un souvenir joyeux de cette grossesse pour quand elle serait grande. Et d'ailleurs, je lui ai dédié le film. Et donc ça s'est fait comme ça dans un... Ça me paraissait pas spécialement difficile, c'était vital en fait. Et puis j'ai fait ce court-métrage, et ce court-métrage a été pris nulle part. J'étais très vexée, je me suis dit, bon, ça sert à rien de faire des courts-métrages parce que personne ne les voit, donc je vais faire un long-métrage. Et là, j'ai commencé à réfléchir à La Reine des Pommes, parce que j'ai Laure Marsac qui habitait à ce moment-là à New York, qui m'a dit, mais viens me voir à New York. Moi, j'étais très déprimée. Et je lui ai dit, écoute, moi, je suis jamais allée à New York, donc si je vais à New York, c'est pour faire un film. Et j'ai écrit la fin du film qui se passerait à New York. Et je suis partie avec une petite caméra et Céline Boson, qui était ma complice, chef opératrice. Et on est parti comme ça à New York pour filmer la fin d'un film dont je n'avais pas écrit le début. Mais je savais que ce serait une rupture amoureuse. Et je savais aussi que ce serait une femme qui serait quittée, qui serait désespérée, qui rencontrerait 3 hommes qui s'appellent Pierre-Paul Jacques. Et que Jérémy Elkaïm jouerait les 3 personnages. Parce que c'est lui qui m'a dit, mais s'il s'appelle Pierre-Paul Jacques, il faut que ce soit le même acteur qui joue. Je dis, bah, très bien, ce sera toi. Et donc voilà, les choses se sont faites comme ça. Donc je suis partie à New York, on a filmé la fin du film, je suis rentrée, on a écrit le début. Et puis là, j'ai dit, bah, maintenant on tourne. Et la personne, le producteur de l'époque qui m'avait aidé à terminer mon court-métrage, m'a dit, mais quoi, non, il faut attendre le CNC, il faut attendre les subventions. J'ai dit, non, moi j'attends personne, parce que je t'explique, Céline Boson, après, elle va faire le film de Cédric Kahn, j'aurai plus de chef opératrice, donc on tourne quoi qu'il arrive. Et là, je lui ai dit, mais de toute façon, on n'est pas nombreux, parce que j'avais déjà élaboré cette idée de petite équipe. Je ne voulais pas renouveler l'expérience atroce du court-métrage qui avait fait faillite, là. Et donc, tout était pensé pour faire un film, en fait, que j'avais déjà pensé à la production du film. Et donc, j'avais dit à Céline, voilà, je veux qu'il y ait très peu de monde. Donc, je voudrais que, pour le court-métrage, je voudrais que ce soit comme du Technicolor. Elle m'a dit, bon, on pourrait faire ça en Super 8. Je dis, ah bon, on peut faire des films en Super 8 ? Et c'est elle qui a eu cette idée du Super 8. Donc, on a fait le film en Super 8. On était 3 pour faire le film. Puis après, la Reine des Pommes, on était 4. Moi, j'étais réalisatrice-actrice. J'avais toujours le même costume parce que ça coûtait moins cher. On faisait tout en décor naturel. On a tourné en lumière naturelle. Il n'y avait pas de projecteur, il n'y avait pas de machinerie. Tout était sur pied et tout ça. Et puis, au fur et à mesure de mes films, j'ai élaboré aussi ma mise en scène parce que j'avais un peu plus de moyens. Donc après, pour La Gare est déclarée, j'imaginais un film beaucoup plus vivant. Donc là, il y a des panneaux. Puis après, j'ai commencé les travelling. Puis après, j'ai complexifié les choses. En fait, j'ai appris à faire du cinéma en faisant des films. Je parle beaucoup trop. Mais non, mais c'est très, très. Enfin, en plus, c'est très, très clair. Enfin, tout va bien. Non, c'est super. Il y a un truc, c'est La Reine des Pommes. Forcément, c'est un titre de Lio. La musique a toujours été, dès le départ, elle est importante. Parce qu'en plus, même dans Il fait beau, dans la plus belle ville du monde, cette femme que tu joues s'adresse à un pianiste, un musicien qu'elle adore et qu'elle veut rencontrer. Oui, tout à fait. Oui, la musique fait partie de ma vie. J'adore écouter de la musique. Alors, je ne suis pas particulièrement, pointue en musique. Mais j'aime la musique, j'aime les chansons. D'ailleurs, il y en a souvent dans mes films. J'aime chanter, mais je ne chante pas très très bien, mais voilà. Et c'est vrai que j'écris en musique beaucoup, et souvent, les films démarrent avec un titre. J'ai souvent les titres de mes films, et puis après, j'écoute beaucoup de musique, et ça m'inspire des scènes. Ça m'inspire des idées, ça m'inspire... Et je me souviens d'ailleurs, pour La Gare est déclarée, j'ai commencé avec l'hiver de Vivaldi, et j'ai vu cette scène où elle annonçait à tout le monde la maladie, et j'ai raconté à Jérémy, j'ai dit, ça y est, je sais comment faire le film. Et La Reine des Pommes, c'est venu comment ? Je crois que c'est Jérémy qui m'avait fait découvrir cette chanson de Lio, en me disant, ça me fait penser à toi. Je lui dis, ah ben voilà, ce sera le titre de mon film. Enfin, je ne sais plus dans quelle sauce ça s'est fait. Ça date un peu, je me souviens plus.
Tu te souviens de l'accueil de la Reine des Pommes? Alors bon, Ah bah oui. Par exemple, quand il a été présenté à Saint-Jean-de-Luz, tout ça, c'est toutes ces premières fois, là où... Parce que tu dis le précédent, enfin le court-métrage, personne n'en voulait. Là, le long, ça commençait. Oui, alors le court-métrage, personne n'en voulait jusqu'au moment où il a été sélectionné à Cannes. Ah, quand même. Oui, mais c'était ça qui était drôle. Ça change l'histoire. Oui, parce que personne n'en voulait. Et puis moi, j'avais tourné La Reine des Pommes et le film était pris à Cannes à la quinzaine des réalisateurs. Donc là, d'un coup, ça changeait la donne, quoi. C'était rigolo. Et donc, oui, je me souviens très bien, parce que quand j'ai fait La Reine des Pommes, je pensais que... D'ailleurs, Tony Arnaud, mon attaché de presse fidèle depuis tout ce temps, qui a fait tous mes films et qui a sorti tous mes films, quand je lui ai donné le DVD de La Reine des Pommes, je lui ai dit, voilà, j'ai fait un film... Tony, est-ce que je peux... Et donc, je lui ai glissé le DVD dans sa boîte aux lettres. Il a vu ça. Puis après, c'est lui qui s'est... Et donc, la presse sur La Reine des Pommes était délirante parce que c'était un tout petit film. Et je me souviens que j'avais fait l'ouverture du Cahier Cinéma de Libération. Il y avait marqué « Croque-Messieurs ». Et c'était trop joli. Et donc, tout le monde a parlé du film. Le film est allé à Locarno. Et ça a été le début d'un petit quelque chose, quoi. Oui, un vrai petit quelque chose. Oui, puis après, il y a eu le festival de Saint-Jean-de-Luz. Alors, je crois que c'était le festival de Saint-Jean-de-Luz, c'était après Locarno. C'est après Locarno. Ouais. Ouais, alors, Locarno, il n'était même pas en compétition. Il était dans une petite sélection parallèle. Mais je me souviens de la joie que tu avais à montrer le film. Il y avait oui. quelque chose Mais c'était magnifique, quoi. J'avais fait un film et les gens avaient envie de le voir et les gens en parlaient et les gens riaient surtout. C'est ça qui était génial. C'était d'entendre les gens rire. Ça, je me rappellerai toute ma vie. Mais c'était à Saint-Jean-de-Luz, bien sûr. J'étais restée dans la salle pour entendre. Et entendre les gens rire quand on fait une comédie, mais c'est jubilatoire, c'est le plus beau cadeau. C'est vraiment le public, en fait. Mais c'est ça aussi, c'est que j'ai commencé à dessiner une petite histoire avec un public qui, finalement, m'est resté assez fidèle. Et c'est magnifique. Et c'est vrai que quand on entend les gens rire aux répliques de 2 secondes, je suis pas dactylo, et que les gens rigolent, mais enfin, Adèle, je ne peux pas faire l'amour, je ne suis qu'un homme, c'est drôle, quoi. Et les gens rigolent, et c'est tellement joyeux. Et puis après, il avait été présenté à Angers, où là, j'avais eu le prix du public aussi. Et à Saint-Jean-de-Luz, j'avais eu le prix jeune public. Ouais. À Angers, j'avais eu le prix du public. Et puis ensuite, il est sorti au cinéma. Et je me souviens, j'avais acheté un petit billet pour 14h, la séance de 14h au MK2 Beaubourg, où le film était projeté. Et je me suis endormie dans la salle, mais presque comme si j'avais accouché, ça y est. Et donc, je dormais comme ça, et je me suis endormie devant mon propre film. C'est pas du tout vendeur, je vous l'accorde. Mais vous pouvez pas savoir comme c'est apaisant. C'est un peu comme s'endormir chez le psy, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, j'avais l'impression d'être chez moi, dans cette salle de cinéma, d'être dans ma chambre. Alors, à ce moment-là, quand une actrice passe, ou un acteur passe à la réalisation, tout de suite, on lui demande qu'est-ce que vous préférez, est-ce que vous comptez continuer à passer derrière la caméra, est-ce que vous allez arrêter d'être actrice? Est-ce que toi-même, cette question, tu te l'es posée? Parce que tu semblais avoir trouvé un lieu où tu étais bien. Oui, non, je me suis jamais posé cette question. Ce que j'aime, c'est les films, c'est le cinéma. Et que ce soit être actrice... Alors vraiment, c'est pas du tout la même chose d'être actrice et metteur en scène, parce que c'est pas la même responsabilité, mais j'aime penser les films, j'aime les imaginer, j'aime écrire pour des actrices, j'aime écrire pour des acteurs, et j'aime faire des films plus que tout, enfin, c'est sûr. Je ne m'arrêterai jamais de faire des films, je pense, sauf si j'ai rien à raconter. Mais par exemple, j'aime aussi aujourd'hui... imaginer... produire des premiers films, ça me plairait, par exemple. Enfin, vraiment, sur un truc de continuer de... Ce que j'aime, c'est le cinéma. Comment est né... Alors, tu nous as dit, tu prenais des notes, etc., mais la volonté, tout d'un coup, de dire, après, tu as fait La Reine des Pommes, de faire La guerre est déclarée. Alors, après La Reine des Pommes, il s'est passé une chose étrange, c'est que donc, mon film... était sorti, il avait une critique dithyrambique, etc. Et moi, j'étais fauchée, j'avais pas été payée, et j'avais plus d'argent. Et c'était pas simple et tout ça, parce que faut quand même gagner sa vie et tout. Moi, je viens pas d'un milieu particulièrement bourgeois, donc le cinéma, c'est à la fois une passion, puis c'est devenu aussi mon travail.
Et je discutais avec Laure Marsac, elle me disait, écoute, ce producteur, c'est un tocard, c'est pas normal que tu aies plus de sous, c'est ça que tu t'es sorti de la boîte, que tu pas été... Bon, bref. Et elle me dit, il faut que tu ailles voir des vrais producteurs et tout. Alors j'ai fait, ah bon, d'accord. On avait fait une petite liste des producteurs qui étaient vraiment sérieux, quoi. Et donc on est allé comme ça. Je m'étais dit, je vais faire un projet par producteur. Et puis le premier que je suis allée voir, c'était Édouard Veil, et c'était un projet qui s'appelait Napoli, que j'avais écrit pour Georges Clooney et moi. Et là, Édouard m'a écouté comme ça. Donc c'était un road movie entre Paris et Naples, un film que j'espère faire un jour. Alors peut-être plus avec Georges Clooney, parce que c'était l'histoire du célibataire le plus convoité du monde qui devait se marier avec une grande cantatrice. Et puis en fait, il a trop de casseroles au cul. La cantatrice veut plus entendre parler de lui. Et donc pour rebooster sa carrière, il l'emmène au vert dans une villa en Italie. Et là, il va rencontrer la plus godiche des godiches qu'il ne connaît pas, puisqu'elle est restée bloquée dans le cinéma des années 30, et elle ne connaît pas du tout le cinéma moderne. Et donc, elle l'aide comme ça à prendre la fuite et tout ça. Et puis, bon, je ne vous révèle pas tout. Et, on ira voir le film. Voilà, vous irez voir le film. Et là, Édouard Veil me regarde comme ça. Donc, je raconte vraiment tout ça très sérieusement et tout. Il me regarde et puis il me dit, bon, écoute, c'est super, mais ça, on ne va pas le faire tout de suite. Il me dit, et là, sinon, il n'y a pas autre chose que tu pourrais faire? Alors je dis, écoute, il y a un film que vraiment j'aimerais faire, mais du plus profond de mon cœur, mais ça, personne ne voudra jamais le produire. Il me dit, c'est quoi? Et là, je lui raconte La guerre est déclarée. Et je lui dis, voilà, c'est un film, c'est un geste, comme ça, je lui dis. Et il me dit, tu veux tourner quand? Alors je dis, un peu au bluff, comme ça, on était au mois d'avril, je dis, en octobre. Il me dit, très bien, lundi, tu viens, il est écrit. Et donc, j'ai commencé à écrire le film. C'est vraiment Édouard. Et j'ai tourné en octobre. Et puis après, voilà, le film a eu le succès qu'il a eu. Et ça m'a ouvert beaucoup, beaucoup, beaucoup de portes. Et ça m'en ouvre encore. C'était difficile, parce que ça touchait quand même un point très sensible. Non, c'était très réparateur, au contraire. Parce que pour moi... Quand on a vécu cette histoire, on était très passif, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, c'était pas notre métier. Et pour moi, c'était très réparateur de les remercier, tous ces médecins, toutes ces infirmières, en leur disant, voilà, vous avez guéri mon fils, et moi, je vais vous montrer ce qu'est mon métier, c'est de faire des films. Et donc, c'était une façon de redevenir acteur de quelque chose, en fait, de retourner dans les endroits, de retourner dans les hôpitaux et de leur dire, voilà, merci, et moi, je vais faire quelque chose qui va montrer ce que vous avez fait pour moi. Et j'ai appris, il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, que le DVD de La guerre est déclarée était donné gratuitement dans les hôpitaux à tous les parents qui ont un enfant malade, atteint du cancer, pour leur donner de l'espoir et tout ça, et je trouve ça bouleversant. J'ai appris ça... il y a 2 jours, quoi, je ne le savais même pas. Donc, je trouve ça magnifique. Et puis, c'est un film qu'on a dédié aux hôpitaux. Et quand on voit aujourd'hui, comme les hôpitaux souffrent du manque de moyens, de la détresse, en fait, que moi, j'ai connu déjà à l'époque où Gabriel était soigné, c'était déjà le début du déclin. Donc, c'était déjà, les infirmières étaient déjà... épuisés voilà, parce qu'ils sentaient les budgets, tout le système d'être payé à l'acte, etc. Et c'est vrai qu'en France, on a ce système magnifique de cotiser pour tout le monde et que quand il y a un vrai problème, ça coûte pour personne. Voilà, ça n'a pas de prix. Parce que quand on a un tel accident de la vie, ça chamboule tout. Et si en plus ça ruine, voilà, quoi, c'est vraiment trop dur. Et d'ailleurs, quand on a présenté le film aux Oscars, parce que le film a représenté la France aux Oscars, les Américains ne comprenaient pas du tout le film, parce qu'ils disaient « Waouh !» Ils me parlaient comme ça en américain, et ils me disaient « Mais on ne comprend pas, c'est pas plausible, parce que le film, ça devrait être comment trouver l'argent pour guérir l'enfant. » Alors je disais « Hello ! On est en France, on a un truc qui s'appelle la sécurité sociale. » Et d'ailleurs, dans le film, j'en ai parlé. À un moment donné, je dis, parce que je me disais, les gens, il faut qu'ils comprennent ce truc-là. Et donc, je donnais ma carte de sécu. Et c'est vrai que moi, j'ai donné ma carte de sécurité sociale. Je n'ai jamais payé un centime. Jamais. C'est l'État qui m'a aidée. C'est
c'est notre père qui m'a aidé, notre mère. L'État, c'est ça nous aide dans ces moments-là. On est tous les enfants de la République et la République, elle nous aide normalement. Donc voilà, je trouve que c'était important de le dire, c'est important que ça se sache et c'est surtout important d'en avoir conscience et de se battre encore aujourd'hui pour que l'école, l'hôpital restent publics et de bonne qualité surtout. Non mais bon. Non mais je dis ça, bon. Je tiens pas à être... mais je le dis de façon un peu spontanée comme ça et voilà. Non, mais je pense, apparemment, on est tous d'accord avec toi. On parle de public. Élargissons le public, justement, à adhérer au film. Il a été présenté à Cannes, il a été présenté ici, où il a triomphé. Le film a bouleversé les gens. Comment on se sent quand on voit ce niveau d'adhésion? Parce que La Reine des Pommes avait plu à la presse, mais là, c'est complètement différent. Alors, La guerre est déclarée, c'est particulier, parce qu'en plus, ce qui était difficile pour moi, c'était aussi que je racontais quelque chose qui était un secret. Les gens ne savaient pas que j'avais vécu cette histoire, que Jérémie l'avait vécu aussi, et que mon fils, bien sûr, c'était la sienne d'histoire. Donc, ce qui était important pour moi, c'était pas de raconter la souffrance d'un enfant, mais de raconter des parents qui se battent pour être dans la pulsion de vie, c'est-à-dire de raconter vraiment ce que moi, j'ai vécu, et comment je l'ai vécu, et comment, en tant que jeune maman, je l'ai vécu. Donc après, ce qui a été bouleversant, c'est que le film m'a dépassée, en fait. Moi, je pensais pas du tout que le film marcherait comme ça. Enfin, je pensais que personne ne le verrait, ce film. Et ensuite, quand on fait des films qui sont très personnels et qui mélangent l'histoire intime à la fiction, eh ben, forcément, on rencontre des gens qui ont vécu ça aussi. Et donc, on a beaucoup de témoignages, on a beaucoup d'histoires de gens qui soit ont perdu leur enfant malheureusement, ou alors qui sont dans ce combat-là et qui se confient à nous. Donc c'est à la fois épuisant parce que c'est beaucoup d'émotions, et puis en même temps c'est bouleversant parce que voilà, on se dit mais c'est comme si on faisait tous partie un peu de la même famille, quoi. Tu expliquais ce matin, on a présenté Main dans la main. Tu expliquais que tu avais écrit tout de suite Main dans la main, dans la foulée. Oui, parce que j'avais dit à Édouard, écoute, j'ai trop peur de la sortie du film parce que moi, j'aime bien me prendre de vitesse et pas trop réfléchir à ce que je fais parce que sinon, je fais rien. Je crois que c'est comme les enfants, si on commence à réfléchir à pourquoi on fait un enfant, on n'en fait pas parce qu'il y a tellement de problèmes. On se dit, oh là là, mais alors attends, parce que ceci, parce que... Donc, je me prends de vitesse. Et pour le cinéma, c'est pareil. Enfin, pour les enfants, je réfléchis un peu quand même, mais pour le cinéma, en tout cas, j'aime bien me prendre de vitesse. Et c'est vrai que là, au moment de la sortie des films, je suis très angoissée. C'est-à-dire que d'un coup, le déni ne perd plus. Et je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'a pris, quoi, de raconter ça, de faire ça, mais je suis folle, etc. Et donc, j'avais dit à Édouard, oh là là, Édouard, je suis trop angoissée, il faut absolument que je fasse un autre film parce que je veux même pas savoir que ça va sortir, quoi. Et donc, j'avais écrit cette histoire main dans la main sur l'idée d'un couple qui tombe sous un sortilège qui les empêche de se séparer et qui sont fusionnels et qui font les gestes de façon totalement synchrone, quoi. Mais alors, c'est amusant parce que de l'extérieur, à l'époque, il y avait un truc, on avait l'impression que Jérémie et toi, c'était une espèce de naissance d'un nouveau Bakri Jaoui, et qu'on n'allait pas tarder à trouver un nom pour vous fusionner, puisqu'il y avait eu La Reine des Pommes, il y avait eu La guerre est déclarée, et là, Main dans la main, qui racontait en plus la fusion de deux êtres qui ne pouvaient plus se lâcher, et tant émotionnellement que créativement. T'avais pensé à ça quand t'écrivais, et tu voyais ça, qu'on était en train d'essayer de vous fusionner? Je pense qu'on a été un peu comme Jaoui et Bakri à un moment donné, sur cette espèce d'équilibre comme ça, d'écrire ensemble, que quelqu'un réalise et que l'autre joue dedans. Il y avait quelque chose un peu de cet ordre-là. Oui, moi, c'est vrai que Jérémie, c'était ma muse masculine, quoi. J'adorais le faire. Mon museau. Je ne rigole pas, on me l'a dit. Ouais. Ah, c'était mon museau. Ouais. Et donc voilà. Et puis après, la vie fait que on s'est définitivement séparés professionnellement, en tout cas, parce qu'on a quand même nos enfants ensemble et tout. Mais maintenant, on travaille plus ensemble. Et moi, j'évolue aussi de mon côté, lui du sien. Puis voilà, c'est la vie. Mais au départ, il y avait quelque chose d'un peu comme ça. C'est lui qui m'a dit, Valérie, tu devrais écrire des films. Je ne sais pas s'il le pensait que je le ferais. C'était peut-être
une approche de séduction. Une façon d'être Pris au tranquille. mot, et hop, je m'y suis mise. Et Main dans la main a un peu déconcerté, parce qu'il y avait eu La Reine des Pommes, qui était ce film léger, puis tout d'un coup, il y avait un film à la fois grave, et même s'il y avait même une séquence du musical dans La Guerre est déclarée. Mais est-ce que tu crois que le film a un peu déconcerté, et tout coup, Oui. les gens ne savaient plus où t'attendre? Oui, je pense que le film a un peu déconcerté parce que les gens avaient été tellement bouleversés par La Guerre est déclarée qu'ils ne s'attendaient pas à un film aussi loufoque, peut-être. Après, moi, j'ai revu le film il n'y a pas longtemps. Je trouve que c'est un film qui vieillit très bien, qui est vraiment émouvant, qui est drôle, mais vraiment émouvant. Et c'est vrai que c'est un film, ce que je disais quand je l'ai présenté, qui parle aussi du deuil. Et moi, j'ai perdu ma mère une semaine avant que La Guerre est déclarée soit présentée à Cannes, ou 15 jours avant. Et c'est un deuil que je n'ai pas pu faire. Et j'ai fait après un documentaire, malheureusement, qui n'est pas projeté ici à Angoulême, parce que c'est un film que j'ai fait pour Arte, qui s'appelle Le cinéma de maman, que vous pouvez voir d'ailleurs sur Internet, et qui est un film qui raconte comment le cinéma m'a empêché de faire le deuil de ma mère et comment le cinéma me le rend, me permet de le faire. Et voilà. Main dans la main, c'est le premier film où tu ne... Enfin, en tout cas, l'héroïne, et c'est pas toi. Oui. Et c'était comment justement de diriger quelqu'un d'autre? Eh ben, c'était génial, moi j'adore. J'avais pas écrit du tout le rôle pour moi et je voulais justement être un peu moins dans la mise en scène, dans le jeu, pour être plus dans la mise en scène, pour apprendre mon métier de réalisatrice. Et donc petit à petit, je suis sortie de mes films comme ça pour n'être que metteur en scène en fait. Parce que je pense qu'on fait pas les mêmes films quand on joue dedans et quand on les réalise en n'étant pas du tout dedans. Mais ce qui est amusant, c'est que tu as quand même pris une actrice réalisatrice. Bah, j'ai pris une actrice réalisatrice, tout à fait, mais surtout j'ai pris une actrice que j'adorais, qui est Valérie Lemercier, que j'adore toujours. Et j'avais vraiment envie de lui faire un rôle comme ses costumes, parce que dans Main dans la main, ses costumes ont été faits sur mesure par une styliste que j'adore qui s'appelle Vanessa Stewart. Et donc, Valérie, donc, j'ai écrit ce rôle vraiment sur mesure pour elle, parce que je sais qu'elle aime l'opéra, qu'elle aime la danse, et je voulais qu'elle soit Hélène Marshall, la directrice de l'Opéra de Paris. Le film suivant, alors il est particulier, parce que là, c'est la première fois que tu ne te dirigeais pas, mais le film suivant, le scénario, il vient de l'extérieur. Enfin, c'est pas toi à l'origine. Oui, tout Marguerite à fait. et Julien. Oui. En fait, c'était une amie script, Virginie Prin, qui m'avait offert ce livre pour mon anniversaire en me disant c'est fou, j'ai pensé à toi, j'ai vu que ce scénario que Jean Cruau avait écrit pour Truffaut était édité, et elle me l'avait offert. Et je l'ai lu et je me suis dit ah là là, il faut que ce soit mon prochain film. Et à l'époque, je connaissais un peu Jean Cruau. Et donc, je l'ai appelé pour lui dire, voilà, on m'a offert ce livre et tout ça, j'aimerais l'adapter avec toi. Et il m'a dit, d'accord. Et donc, j'ai eu le privilège d'aller chez Jean Cruau. Donc, j'allais tous les jours chez lui, dans sa petite maison du 19e, et on écrivait ensemble. Et il me racontait des anecdotes de Truffaut, qui mangeait toujours la même chose, un steak très cuit avec des frites, que c'était barbant, que lui, la seule chose qu'il aimait, Truffaut, c'était faire des films. Manger, il s'en foutait complètement. Alors que Cruau, lui, il aimait manger. Et donc, voilà. Et ce qui m'est apparu très important dans Marguerite et Julien, c'était surtout parce qu'au départ, le scénario s'appelait L'histoire de Julien et Marguerite. Et moi, quand j'ai lu, j'ai vu tout de suite la force du rôle féminin et le côté féministe qui a pris le dessus. Et j'ai appelé ça l'histoire de Marguerite et Julien. Et je voulais raconter l'histoire d'une femme libre d'aimer. Et libre d'aimer quelque chose d'irrévérencieux comme son frère, plutôt que d'aller au couvent ou de se marier avec un homme qu'elle n'aimait pas. Alors, le film a été présenté au Festival de Cannes, en compétition. Tu faisais partie, à l'époque, ça s'est un petit peu arrangé depuis, des rares femmes à avoir présenté un film en compétition. Comment ça s'est passé? Parce que, enfin, moi j'y étais, j'ai vu le film là-bas, que j'ai adoré. Et je pensais que tout le monde allait être comme moi, et ça a été... Enfin, j'entendais des trucs qui étaient mais hallucinants de violence. Oui, oui, le film a été détesté, vraiment, ça a été fou, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que le film n'est pas normal, et les gens, ça les a dérangés. Il y a quelque chose qui... Le film s'est autorisé beaucoup de liberté, parce que moi, je voulais faire un film d'époque sans époque. Je me disais, mais en fait, c'est absurde de vouloir reproduire une époque, puisque de toute façon, on n'y était pas.
Donc même quand on cherche à reproduire une époque, de toute façon, ce n'est pas l'époque. Il faut arrêter de se raconter n'importe quoi. Mais d'ailleurs, quand on voit là le Comte de Monte Cristo, que je trouve super et tout ça, je suis sûre que c'est pas du tout réaliste par rapport à ce qu'était l'époque. Enfin, donc, non. Soit on fait un plagiat de l'époque en faisant croire que c'était l'époque, soit on se dit, bon, ben voilà, de toute façon, c'est de la science-fiction. Donc j'ai décidé, moi, de faire un film d'époque sans époque. Et de toute façon, ce que je voulais, c'était raconter un conte. Et je voulais faire un film pour enfants, en fait. Comme dans Podane, il y avait un hélicoptère, voilà. Comme dans Podane. D'ailleurs, au départ, c'était un film que j'avais imaginé comme une comédie musicale. Et j'avais écrit 14 chansons que j'ai pas gardées parce que, pour le coup, j'ai eu peur à la référence de Demy et qu'on se dise « Ah là là, elle veut faire son Podane et tout ça ». Donc je m'étais dit « Bon, je vais pas faire une comédie musicale ». Mais déjà que tu faisais ton Truffaut. Déjà, je faisais mon Truffaut. Et donc, j'ai pas fait de comédie musicale. Et c'est la musique qui est devenue, comme ça, très importante dans le film. Et par contre, quand il y a l'hélicoptère, j'ai même pas... C'est mon inconscient, là, pour le coup. C'est pour ça que je dis... D'ailleurs, ma monteuse le dit souvent que j'ai mon inconscient en bandoulière, mais mon inconscient me joue tout le temps des coups. Et quand il y a eu cet hélicoptère, j'ai même pas pensé à Podane. Et c'est après, tout le monde disait, ah là là, elle a voulu imiter Podane, en plus avec l'hélicoptère, qui est même pas transparent. Et non, du tout, loin de là même. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais faire un film d'époque sans époque, où toutes les époques se mélangeaient, vraiment d'être libre. Et ce que je trouve... J'ai fait un énorme postillon, pardon. Non, en fait, je voulais être libre de faire le cinéma comme je l'entendais. En fait, je trouve que le cinéma, c'est un endroit de liberté. Et c'est pour ça que j'aime le cinéma, c'est que c'est un endroit où la liberté, où on peut faire autant de films de la manière qu'on veut. En fait, on s'en fout des règles. On fait ce qu'on veut, quoi. Le cinéma, c'est pas forcément un découpage précis, c'est sa vision des choses et essayer de la rendre en image. Alors bien sûr que le découpage est important, bien sûr qu'il y a plein de choses qui sont importantes, mais on voit bien que le cinéma, depuis qu'il existe, se réinvente tout le temps. Et c'est ça qui est magnifique. Et d'ailleurs, quand on voit la zone d'intérêt, par exemple, l'intelligence du film, d'utiliser un procédé qui est presque celui de la télé-réalité. C'est un film qui n'aurait pas pu exister dans les années 60. Je pense que personne n'aurait eu cette idée. Là, il a utilisé aussi des procédés nouveaux de représentation de l'image pour faire un film d'une intelligence dingue qui est la zone d'intérêt et qui permet de raconter quand même que ça a existé, c'est pas quelque chose qui n'a pas existé comme disent certains, et surtout de toucher un grand nombre de gens et de raconter qu'est-ce que c'est qu'être un bourreau et de faire comme si on l'était pas et de continuer sa vie en bouffant des poulets rôtis. Enfin, c'est dément. Et ça, c'est aussi le cinéma, c'est aussi ça, c'est que ça évolue tout le temps. Et donc il y a 1000 façons de faire des films. Il faut juste les faire et réfléchir à comment les faire de façon honnête et intelligente. Parce que le cinéma, ça se réfléchit. Détaché du cirque cannois, le film, maintenant, comment tu le vois ? Mais moi, je m'en foutais complètement que le film soit pas pris à Cannes, parce que ce qui était important pour moi, c'est d'être en compétition officielle. Et d'ailleurs, quand j'avais reçu l'annonce, Thierry Frémaux m'avait appelé, j'avais raccroché, je m'en souviens tout le temps, j'avais dit « Oh, mais ça veut dire que je peux avoir la Palme d'Or !» Et bon, alors j'ai pas eu la Palme d'Or, moi, mais j'ai eu... qu'est-ce qu'on pourrait dire je sais pas, quand on a un échec, je sais pas, il n'y a pas d'expression. Non. Des sauts de merde, je sais pas. Oui, un peu, oui. Non, mais c'était ça. Hein. Des sauts de merde. Je vous assure que c'était extrêmement violent. Mais en fait, je m'en foutais parce que moi, j'étais contente, en fait. D'abord, mon film, je l'adore. Je le trouve... j'aime tous mes films, c'est vrai. Et je dis pas ça du tout par prétention, je sais pas comment dire, parce que ça peut paraître prétentieux, mais je les respecte, mes films, parce que je me respecte, je crois. Enfin, c'est tellement... je l'ai fait avec tellement d'amour et tellement pas de calcul et tout ça, que de toute façon, je crois que quand on fait des films, on ne peut pas faire l'économie de ce qu'on est. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que Marguerite et Julien, c'est un film qui a été incompris, mais vraiment. Et donc, moi, j'étais heureuse d'être à Cannes. Après, j'étais triste parce que tout le monde a retourné sa veste, le film a été repoussé. C'était maudit, quoi. C'est-à-dire que le film, la date de sortie a été repoussée. Du coup, il est sorti en décembre. Il est sorti le 4 décembre, le jour de l'anniversaire de ma mère, le jour où ils ont été exécutés. Ils ont été exécutés un 4 décembre. Et il y a eu les attentats du 13 novembre. Donc, ça a été une espèce de truc. Et le film a fait 30 000 entrées, le même nombre d'entrées que La Reine des Pommes. Mais voilà, c'est la vie, et c'est l'histoire du cinéma et des réalisateurs. Et je crois qu'être réalisateur, c'est être insubmersible, c'est-à-dire de se remettre de tout, des succès, des échecs, et de continuer
de continuer de faire son dessin qui est celui des films et de sa vie, quoi, qui est lié. Enfin, voilà. Il y a 4 ans, avant Notre-Dame, c'est lié à ça? Ou c'est juste, tu avais besoin, je ne sais pas, de recharger tes batteries, de rejouer Alors, il y a 4 ans, mais il n'y a pas rien. Il y a un enfant, il y a un documentaire qui est le cinéma de maman, il y a un petit documentaire qui est la 3e scène, et il y a une exposition de photos que j'ai faite dans la galerie cinéma d'Anne-Dominique Toussaint, qui a été la première à me tendre la main comme ça, et qui m'a dit, Valérie, voilà, j'aimerais que tu fasses des photos dans ma galerie. Je lui ai dit, mais moi, j'ai jamais fait de photos, et donc je me suis prêtée au jeu, et j'ai suivi une jeune femme voilà, qui faisait un trajet entre Myra et Babylone, et donc je l'ai photographiée, et j'en ai fait une espèce aussi de tout petit documentaire. Enfin voilà, et c'est quelque chose que, dans mon parcours, j'ai envie de dire artistique, cinématographique, que j'aime beaucoup. Et il y a un enfant, puisque j'ai eu un autre enfant qui a 8 ans, et il y a la naissance d'une série, Nona et ses filles. Donc c'est pas rien. Non. Mais je le dis, mais c'est vrai qu'il y a tout ça qui font que le cinéma est arrivé un peu plus tard. Et ensuite, il y a eu Notre-Dame, donc, qui a été voilà, l'idée de revenir, où Édouard m'a dit, il faut que tu rejoues dans tes films. Et donc, j'ai écrit Notre-Dame, qui est un peu la suite... Maud Crayon, c'est un peu la suite d'Adèle, qui a dans La Reine des Pommes. Voilà. Oui, il y avait le sentiment peut-être pour certains, de te retrouver. Tu as senti ça? Non, je pense que c'était aussi une façon de faire une comédie, un plus petit film, quelque chose. Enfin, voilà, Édouard m'a dit, moi, je pense qu'il faut que tu refasses un film proche de toi et tout ça. Donc, et puis j'ai eu l'idée de faire un film sur l'échec, comment on traverse un échec. Et c'était une façon comme ça de transcender quelque chose, encore une fois. Quand on fait un film qui s'appelle Notre-Dame, qu'il est sur le point de sortir et que Notre-Dame brûle, on se sent comment? On se sent un peu bizarre, on se dit qu'on a un peu l'impression d'être une sorcière, quoi. Mais bon, surtout qu'il y a, comme je le disais, je ne sais plus quand, il y a eu une version du scénario où Notre-Dame brûlait vraiment. Ah, donc oui. Heureusement que je ne l'ai pas gardé, ça, parce que là, j'aurais culpabilisé, je crois. Jean-Jacques Hano t'en aurait voulu. Oui, Notre-Dame brûle. Oui, c'est ça. Ce film, c'était comme une récréation pour toi ou Comme une récréation, oui et non, parce que c'était pas facile. C'était un film qui n'a pas été facile à monter. Je l'avais écrit au départ pour Jamel Debbouze, que malheureusement je n'ai pas eu l'honneur de diriger. J'aurais trouvé génial en Bacchus Renard. Mais bon, voilà, c'est compliqué parfois. On a des fantasmes d'acteurs et puis c'est voilà. Jamel et Clooney. Oui, voilà. On a le droit d'avoir des grands rêves. Moi, je dis, quitte à rêver, autant rêver grand. Rêver grand, bien sûr. On va pas rêver petit, quoi. Et donc voilà. Et non, ça a été un film pas simple à faire, mais ça a été un vrai plaisir à faire, par contre. Et à jouer? Et à jouer, ah bah oui. Je me suis tellement marrée à jouer Maud Crayon. Ah non, mais ça, par contre, quand je joue dans mes films, je m'amuse beaucoup. Je m'écris des personnages qui m'amusent. J'aime pas jouer des rôles dramatiques dans mes films, ça m'intéresse pas. Mais j'aime bien jouer des rôles dramatiques pour les autres, mais pas pour moi. Et physiquement? Parce que c'est quand même un sport, quoi. Je veux dire, d'être des deux côtés de la caméra. Ah ben alors là, physiquement, en plus, je vous explique, j'avais un faux ventre qui pesait 1 tonne, et comme je suis hyperactive, j'ai voulu à un moment déplacer une gueuse pour aider les machinaux, et je me suis fait un tour de rein, je vous dis pas. J'étais bloquée, j'ai fini aux urgences sous opium et tout. Alba peut en témoigner. Donc physiquement, j'ai cru crever, quoi. C'était vraiment très dur. Nona et ses frères, ses fils, pardon. Et ses filles, et ses filles, pardon. Oh là là, la fatigue me gagne, déjà. C'est Rocco et ses frères. C'est Rocco et ses frères. Et Nona et ses filles. Voilà. Cela dit, ça ferait un bel ensemble. Bref. Ouais. Nona, c'est venu comment? L'envie de faire une série? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a soufflé? Oui. Ben, c'est Gaumont, en fait, qui a dit on aimerait faire une série. Donc, voilà, Édouard a dit ah oui, super, nanana, Gaumont, voilà, paf, rendez-vous, Gaumont, tac, tac, qu'est-ce que je fais? Une série, nanana, je réfléchis. Et moi, j'avais envie de raconter un huis clos de filles qui retournent vivre chez leur mère.
et l'idée de la maternité où on est content à un moment donné quand les enfants grandissent et qu'ils sont indépendants. Et je me disais que c'est drôle d'avoir des enfants qui reviennent au bercail, en fait. Et drôle et pas drôle. Et évidemment, les comédies, le ressort de la comédie, c'est de prendre des choses qui ne sont pas drôles dans la vie. Et c'est ça qui est drôle au cinéma. Et donc, voilà, on a eu envie de faire comme ça, enfin, j'ai eu envie de faire comme ça une femme indépendante, féministe et tout ça, qui a eu 3 triplés, enfin, qui a eu des triplés, et d'un coup, les 3 reviennent vivre chez elle. Et il fallait trouver pourquoi. Alors, je m'étais dit, bon, si elle est malade, c'est un peu tristoun et tout, il faut trouver quelque chose d'un peu extraordinaire. Et là, je me suis dit, bah voilà, elle va tomber enceinte. À 70 ans, un âge où on n'a pas du tout envie d'être enceinte. Et ça me permettait comme ça de raconter à la fois la maternité, de raconter que être enceinte, c'est pas quelque chose d'anodin. D'ailleurs, je tiens à envoyer un petit message au gouvernement, parce que moi, je suis pour les taxis gratuits pour les femmes enceintes, par exemple. Parce que quand on va faire ses courses, qu'on a un gros ventre et qu'on doit ramener ses courses, enfin, je trouve qu'on n'est pas assez précautionneux des femmes enceintes. On fait comme si c'était normal et tout ça, mais allez accoucher, porter un bébé pendant 9 mois, puis on en reparlera, messieurs. Et donc, je pense que c'est pas un truc anodin du tout. Et donc, je voulais raconter aussi que, ben voilà, quand on accouche, on risque sa vie. Moi, ma sœur a failli mourir, par exemple, en mettant au monde son 2e enfant. C'est pas rien d'accoucher, en fait. Et donc, je voulais qu'on comprenne cette chose-là. Et je me suis dit, bah, finalement, si les femmes peuvent pas faire d'enfants à 70 ans, c'est aussi que la nature est bien faite par rapport à ça, parce qu'elles pourraient tout simplement mourir. Et plus on a des enfants tard, plus on est suivi. Moi, j'ai eu un enfant à 43 ans. Ma grossesse de 43 ans n'a pas été la même que quand j'ai eu Gabriel à 27 ans, où là, j'ai accouché comme ça, sans péridurale. Hop, j'ai fait mon lit, hop, ni vu ni connu. Et puis, 43 ans, c'est pas pareil, quoi. On est plus fatigué, on a le corps aussi qui est plus abîmé. Enfin, on met du temps à se remettre et tout ça. Donc, je trouvais que c'était important de raconter ça et de raconter que voilà, les femmes à 70 ans peuvent risquer leur vie vraiment et de jouer sur... encore une fois, la question du deuil, la question de la maternité, la question de la sororité, de ses sœurs entre elles, de cette femme qui les a élevées seules, et puis sur le deuil de la mère aussi, puisque j'avais besoin, je crois, d'en parler. Et le fait de perdre sa mère, c'est une douleur, quoi. Et le fait de ne plus avoir de parents, parce que maintenant j'ai plus de parents, c'est difficile. Après, j'ai un âge raisonnable pour perdre mes parents, mais c'est difficile de perdre ses parents. Comment t'as choisi ta mère de cinéma? C'est un truc, mine de rien, important. Et c'est Miu Miu, là, en l'occurrence. Oui, alors là, ça a été aussi compliqué, parce que c'était pas tout à fait pensé comme ça au départ. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails des coulisses des films. Mais souvent, voilà, on rêve de quelque chose, puis on a quelque chose d'autre, on se réadapte et tout ça. Donc là, au départ, c'était pas forcément pensé pour Miu Miu. Mais au final, c'était super de le faire avec Miu Miu. Et ça a été une nonna... drôle et un peu dur aussi. Et ça a d'ailleurs fait évoluer le personnage et j'ai un peu retravaillé par rapport à ça, l'écriture. Enfin, en 2023, arrive L'amour et les forêts, une adaptation du livre d'Éric Reinhardt. Comment t'es venu le livre ? Tout simplement, tu l'as acheté, tu en as entendu parler, ou on te l'a apporté et on t'a dit tiens, ça serait bien pour toi? Non, pas du tout. C'est un livre que j'ai acheté en 2014 quand il est sorti, parce que je connaissais Éric Reinhardt. Moi, j'étais en train de tourner Marguerite et Julien. Et c'est un livre que j'ai lu pendant le tournage de Marguerite et Julien et que j'ai trouvé absolument génial, que j'ai dévoré, mais comme un polar, quoi. Et ce qui m'a donné envie de l'adapter, je me suis dit, oh là là, mais ce serait tellement génial d'adapter ce livre comme un polar, quoi, comme un thriller. Et je me suis dit, un jour, quand je serai grande, je le ferai, quoi. Et puis, le livre avait eu beaucoup de succès, donc il y a pas mal de gens qui avaient acheté les droits, c'était jamais vraiment disponible et tout. Et puis Éric, je l'ai rencontré à plein de reprises dans différents endroits, dans des fêtes, Puis à chaque fois, je lui disais, alors les droits? Puis un jour, il me dit, les droits sont libres. Je dis, ah bon, mais écoute, cette fois-ci, ça suffit, c'est moi qui vais le faire. Et donc, voilà, je me suis lancée dans cette aventure. Et je l'ai fait en sachant aussi pour qui je l'écrirais. Et ça a été une évidence pour moi d'écrire pour Virginie. Donc, je lui ai offert le livre.
Et je lui ai dit, voilà, j'aimerais écrire ce film pour toi, mais j'aimerais savoir si ce livre t'intéresse. Et donc, elle l'a lu parce qu'il y a eu le confinement juste après ce rendez-vous. Et tout s'est arrêté. Donc, elle a eu le loisir de lire. Et elle m'a dit, écoute, ça m'intéresse. Donc, après, on est parti dans l'écriture. Et donc, quand je lui ai envoyé le scénario, elle m'a dit, je me souviens toute ma vie, elle m'a dit, oh, c'est magnifique, j'ai envie de jouer toutes les scènes de ce film. Ah, waouh. Comment est venue l'idée d'Audrey Diwan pour écrire avec elle? Alors Audrey, moi j'avais joué avec elle. Je l'ai rencontrée, Audrey, parce que dans son premier film, c'est Édouard qui a produit son premier film. Et c'est Pauline, ma monteuse de chœur, Pauline Gaillard, qui a monté ce premier film. Édouard m'a dit... Ça s'appelait « Mais vous êtes fou ». Mais vous êtes fou. Édouard m'a dit, est-ce que ça t'embête si Pauline monte le film d'Audrey? Je lui ai dit, pas du tout, au contraire. La meilleure monteuse du monde va faire le meilleur film du monde. Donc elles se sont rencontrées. Et puis Audrey avait envie que je joue dans le film là, un petit rôle. Et Edouard me dit, oui, je crois qu'elle n'ose pas te demander et tout. Je dis, mais bien sûr, moi, je serais ravie. On me propose jamais rien comme actrice et tout ça. Donc, j'étais tout à fait contente. Et donc, j'ai rencontré Audrey, puis on s'est très bien entendus. Et puis, on avait parlé d'ailleurs, on s'est dit des choses très intimes, très fortes tout de suite. Et puis, au bout de, je sais pas, après, on s'est revus, on est devenus un peu amis et tout. Et puis, on a parlé de ce livre d'Éric Renard qu'elle avait vraiment adoré, elle aussi. Donc, je me suis dit, si je dois écrire avec quelqu'un, ce sera avec elle parce qu'on a la même vision du livre. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, un peu naturellement. Mais en général, je suis quelqu'un d'assez instinctif. Et quand je fais des films, c'est un peu comme réussir des équations. Donc il faut toujours trouver les bonnes personnes pour faire la meilleure équipe, pour faire le meilleur film. Et quelquefois, je change. Je ne prends pas toujours le même chef opérateur. Il y a des postes où ça ne change jamais. Par exemple, la monteuse. Alors, sauf rue du Conservatoire, où là, c'est l'assistante de Pauline qui a monté le film. Qui est Clara Chapuis, qui est une fille géniale, qui va être une grande monteuse. Donc je suis contente parce que ça en fait une deuxième. Enfin, il y en a plein d'autres. Hein. Oui. Et c'est vrai qu'il y a des endroits où ça change, par exemple avec les chefs opérateurs, parce que parfois, j'imagine que tel chef opérateur sera peut-être bien pour ce film-là. Et puis je trouve que c'est bien aussi parfois de changer à certains postes, parce que sinon j'ai l'impression qu'on rebat pas les cartes d'un jeu. Et par exemple, le chef opérateur, c'est un endroit où on est très en binôme avec le metteur en scène. Et puis moi, je suis aussi épuisante sur un plateau. Donc, comme je suis assez productive et tout ça, il ne faut pas trop fatiguer les gens quand même. Ce que je trouvais formidable, c'est que dans ce film qui est comme un thriller et qui a quand même un drame, tu as quand même réussi à mettre une scène de fantaisie, de poésie, qui est la scène où elle s'échappe et où elle retrouve Bertrand Belin oui. Dans la forêt. Il y a quelque chose d'un conte fantastique à ce moment-là. Ben oui, c'est vrai, il y a toujours de l'onirisme, parce que j'ai pas un rapport au cinéma réaliste. Je crois que ce qui me plaît dans les films, c'est de faire des films qui sont quand même liés à l'imaginaire C'est-à-dire que oui, je fais pas un cinéma naturaliste, on va dire. Donc on rentre dans un univers qui est un peu le mien, et dans lequel on flirte entre différentes frontières, qui sont un peu burlesques, un peu légères, mais en même temps émouvantes. Je sais pas, ça navigue comme ça, un peu avec toutes les émotions. Le film a été présenté à Cannes. Oui, à Cannes première. Ah ouais. Pas en compétition. Pas officielle. En compétition. Mais non, sinon j'aurais eu la Palme d'Or pour ce film. Bien sûr, cette idée, bien sûr. Mais alors, t'as pas eu la Palme d'Or, mais non. Le César de la meilleure adaptation. Oui, c'est vrai. Avec Audrey, on a eu le César de la meilleure adaptation. Et ça m'a fait très plaisir parce que avoir un César, c'est comme avoir un gros cadeau, une petite médaille et tout, et ça donne confiance. Donc voilà, je suis contente, j'en ai eu un. J'ai pas besoin d'en avoir 14, c'est bon. J'en ai un, ça suffit. mais c'est vrai que ça fait très plaisir. Tu écris en ce moment? J'écris tout le temps. Comme je disais, dans mon ordinateur, j'ai un dossier pour les films à venir, les idées de films, les films finis, les films que je ne ferai jamais mais que je rêverais de faire. Non, mais j'ai tout le temps des projets, des idées. C'est marrant, c'est assez Truffaut parce qu'il faisait ça. Il avait le film en cours, le film à venir... Voilà. Et le film qu'il faisait, c'est fou, Il avait toujours 3 films sur le feu. Moi c'est pareil. Il nous reste un peu de temps avant que tu n'ailles te mettre au pupitre. Pour faire la petite dédicace. Pour faire la petite dédicace. Alors si vous voulez poser quelques questions, je veux bien courir jusqu'à vous et donner le micro. Ne soyez pas timide, c'est le moment ou jamais.
On ne parle pas de rue du Conservatoire, parce que je pense que ce serait mieux que les gens aillent le voir. Oui. Le film en lui-même raconte son histoire, donc à quelques... Non, même au début, t'expliques comment, dans quelles circonstances tu as fait ce film, que je vous recommande, qui est vraiment super, et dans lequel elle arrive encore à mettre de l'intime la concernant, alors qu'elle filme des jeunes au cours de leur dernier spectacle au Conservatoire. Voilà, je raconte encore mon nombril, quoi. Mais il est tellement joli. Une question ? Non ? Alors, je vais vous désigner au hasard, parce que vous n'avez pas de question. Voilà. Monsieur. Alors, je vous amène le micro. Allez, zou. Non, mais je vous amène le micro comme ça, comme on enregistre en même temps, ça sera mieux. Alors ça concerne surtout beaucoup les castings que tu vas faire pour un film. Alors j'imagine que tes premiers rôles, tu dois écrire pour eux, sûrement. Et après pour les rôles, les autres rôles, est-ce que tu les connais déjà ou est-ce que tu vas les caster derrière ? Non, souvent, je les connais, ou alors je peux rencontrer quelqu'un et me dire, tiens, lui, il serait super. Allez, hop, en voiture. Mais non, j'ai quand même... je fais pas beaucoup de casting, c'est vrai. J'aime pas beaucoup faire passer des castings parce que j'ai l'impression que quand on regarde quelqu'un, sa manière de bouger, sa manière de parler, on sait beaucoup de choses déjà. Donc, en général, je me fie à mon instinct. Mais bon, de temps en temps, quand même, je prends des directeurs de casting. Une autre question ? Oui, ici. Pardon. Voilà, je disais tout à l'heure, les hommes ne sont pas nombreux, mais en fait, ils sembleraient être un peu plus curieux. Oui, excusez-moi, bonjour. Bonjour. Vous avez évoqué le fait que vous aviez fait une exposition de photos. Oui. Est-ce que vous aviez déjà, pour qu'on vous contacte pour faire cette exposition de photos, est-ce que vous aviez déjà fait de la photo à titre personnel et que vous avez été convoqué pour ça? Et après, le rapport par rapport au cinéma, qui est aussi un métier d'image, alors que le photographe est un métier d'image, est-ce que vous avez aimé cette expérience-là? Est-ce que vous voulez la retenter? Oui, Non, j'avais jamais fait de photos. J'ai bien aimé ça. J'avais fait un peu une mise en scène de photos pour Madame Figaro à l'époque de Marguerite et Julien quand c'est partait à Cannes. Et j'avais mis en scène Anaïs Desmoustiers dans un portfolio du Madame Figaro de 4 ou 5 pages comme ça, avec des accessoires créés par une artiste qui s'appelle Yas Bequet, avec qui j'avais travaillé sur l'adaptation du Jeu de l'amour et du hasard pour Arte qui s'appelle Que d'amour, et donc qui fait des choses en plexiglas, je crois, enfin du plastique très rigide, et elle fait des choses en trompe-l'œil. Donc des cheminées, des bougeoirs, des théières. Et donc j'avais fait toute une série de photos, mais que j'avais mises en scène. J'avais pas pris les photos. Parce que je suis pas du tout technicienne, je sais pas, moi, la lumière, ça m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment la mise en scène. Et oui, peut-être un jour, je m'essaierai plus à la photo, mais je suis pas assez patiente pour lire les modes d'emploi, par exemple. Donc, savoir calculer la lumière, le truc, le machin, c'est pas mon... J'arrive pas. Donc, faut que ça aille vite, quoi. Allez, une dernière. Voilà. Bonjour. Bonjour. Moi, je me demandais, quand vous parliez du fait que vous ne proposez pas beaucoup de rôles en tant qu'actrice, je me demandais, j'ai la sensation que quand on arrive dans le milieu du cinéma en tant que réalisateur ou réalisatrice, les autres réalisateurs ou réalisatrices projettent moins de films en tant qu'acteur ou actrice. Est-ce que c'est plus simple de passer d'actrice, d'acteur à réalisatrice, réalisateur ensuite? Ou d'abord réalisatrice, réalisateur est-ce que c'est plus difficile pour quelqu'un de se projeter? J'ai l'impression que maintenant, quand même, il y a beaucoup d'acteurs qui font leurs films et que c'est un peu lié aussi à je sais pas, en fait, je dis ça. Est-ce que la notoriété aide à réaliser? Peut-être, oui. Aujourd'hui, peut-être que la notoriété a pris beaucoup de place, donc peut-être, oui. Mais moi, je pense que c'est aussi que j'ai pas vraiment eu de carrière d'actrice. Peut-être que si j'avais une vraie carrière d'actrice, on me propose, parce que par exemple Valéria Brunetti-Tedeschi, elle joue autant qu'elle fait des films, je crois, ou Noémie Lovski, il y en a des actrices réalisatrices qui jouent encore beaucoup. Moi, je pense que les gens peut-être me voient plus comme une réalisatrice que comme une actrice. Je sais pas. Je n'ai pas de réponse en fait.
Puis il y a peut-être aussi un phénomène qui est lié quand un acteur ou une actrice ont du succès en tant que réalisateur ou réalisatrice. Ça incite des producteurs à se dire tiens, peut-être que lui, on peut faire un succès. C'est sûr. Ça arrive aussi. Mais pardon, je t'ai coupé la parole, mais je pense aussi que moi, c'est marrant parce que là, j'étais à la table avec Jacques Lang au dîner d'ouverture et il me dit ah là là, mais comment avez-vous fait pour faire autant de choses en étant si jeune? Alors je dis excusez-moi, je ne suis pas si jeune, mais c'est vrai. Puisque j'ai 51 ans, donc c'est pas non plus, je suis pas une jeunette, quoi. Mais c'est vrai que j'ai commencé assez tard, puisque mon premier film, comme réalisatrice, il est très simple à dater, puisque j'étais enceinte de ma fille Rebecca, et ma fille a 17 ans. Donc j'ai commencé à faire des films il y a 17 ans. Et c'est vrai qu'en 17 ans, j'ai fait beaucoup de choses. Et donc le fait d'avoir fait autant de choses fait que j'ai pas pu jouer dans les films non plus. C'est-à-dire que quand on fait un film en tant que metteur en scène, ça prend beaucoup de temps, ça prend au minimum 1 an. Et là, par exemple, en tant qu'actrice, je refuse pas mal de films qu'on me propose comme actrice parce que j'ai mes films, parce que je fais mes films. Donc c'est aussi ça qui fait que je joue pas beaucoup dans les films. J'ai pas beaucoup le temps. Merci, merci infiniment. Mais merci à vous, chère Valérie, merci d'être venus si nombreux. Et merci Patrick. Mais, un plaisir de faire ça ensemble. mais voilà, je vais être le premier client. Oh. Merci infiniment d'être venus si nombreux. Il y a encore des films de Valérie à voir. Allez-y, j'adore son cinéma, elle le sait, et je pense que si vous êtes là, c'est que vous l'aimez aussi. Voilà, merci infiniment. Merci beaucoup. Et bonne journée et bonne fin de festival.